Les actus animés de cette semaine. Nous sommes le 11 octobre 2023. Vous nous retrouvez encore cette semaine pour parler de l'actualité de l'animation. Cette semaine, on va parler principalement de la fête de l'animation, un événement transversal qui se passe sur toute la France, mais avant ça, quelques actualités courtes. La première actualité dont je voulais parler, c'est évidemment le début de sortie des films d'études des Gobelins. Les Gobelins, vous les connaissez certainement, c'est une des écoles les plus prestigieuses françaises qui a plus de 30 ans d'activité, qui est très représentée à l'international et notamment pour son très grand savoir-faire en animation 2D. Cette année, pour lancer la diffusion des films sur internet, les Gobelins ont commencé par le film Try Hard qui revient sur deux amis qui veulent rentrer dans l'école visuelle de l'élite et c'est animé dans une belle animation 2D qui rappelle beaucoup le manga du début des années 2000 et un peu cette ambiance très fougueuse et déterminée qu'on veut avoir quand on commence dans ses études. C'est un peu ironique vu que les Gobelins sont une école qui est extrêmement sélective, qui intéresse beaucoup de monde, donc qui a tendance un peu à amener ce genre de profil à son entrée. Tous les quelques jours, les Gobelins vont sortir un nouveau film de fin d'études sur leur chaîne YouTube, du coup je vous laisse aller voir ça. Nouvelle suivante, dont je suis un peu obligé de parler, et à chaque fois ça me fend un peu le cœur, mais on reste dans la grande saga des restructurations et des licenciements aux États-Unis. DreamWorks, responsable d'énormément de longs métrages d'animation que l'on connaît bien, qui nous ont tous marqué ces 20 dernières années, vient d'annoncer qu'une restructuration se faisait en interne. Il va y avoir des licenciements, il va y avoir des non-renouvellements de contrats. Le mot d'ordre est un peu le même que dans ces autres studios américains dont on parle régulièrement ici. Aux États-Unis, les choses coûtent cher et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On délocalise. On délocalise où ? Au Canada très principalement, mais aussi beaucoup en Europe où il y a un gros savoir-faire d'animation, et puis beaucoup aussi en Asie du Sud-Est, la Chine, l'Inde, les Philippines, qui sont des endroits où il y a des grands talents de l'animation, et où les salaires sont particulièrement bas. Comment ça s'explique ça ? C'est que, comme je vous le disais, avec le système américain, les salaires sont quand même comparativement très élevés aux États-Unis, parce qu'ils doivent prendre en compte le fait qu'il n'y a pas de sécurité sociale quasiment, la protection sociale est bien moins élevée, et du coup les coûts de production sont moins élevés, par exemple en France, où grâce à l'intermittence et grâce à la sécurité sociale, les salaires sont moins élevés, mais également parce que les gouvernements des pays, pour favoriser le développement de secteurs culturels, offrent ce qu'on appelle un rabais d'impôts, c'est-à-dire que les sociétés de production étrangères qui viennent travailler en France pour produire de l'animation vont avoir une taxation moins élevée qu'elles ne l'auraient dans leur pays originel, ce qui forcément à très grande échelle pour des très grands projets d'animation est justifiable pour des studios qui veulent réduire. Alors pour nous françaises, ça peut être un avantage, comme dans le cas où on a eu les Tortues Ninja qui sont sortis cet été, qui étaient produits par Micros Animation, sur lequel beaucoup de personnes françaises avaient pu travailler, mais c'est aussi une grande perte pour l'animation américaine qui est extrêmement forte et compétente, il y a un savoir-faire gigantesque dans ce pays, mais malheureusement les conditions de travail font que c'est de plus en plus dur de travailler sur place. On sera amené à reparler de ces grands cas de restructuration qui traversent l'industrie en ce moment, mais c'est encore une nouvelle étape là-dedans, et sur des licences assez connues et aimées que sont les films DreamWorks. Autre actualité avec le web dont je voulais vous parler, l'entreprise de divertissement Rooster Teeth, que vous connaissez peut-être pour les séries que je vais vous montrer à l'écran, Red vs Blue, Ruby, Genlock. C'est des séries d'animation qui ont été produites depuis une quinzaine d'années, qui en sont pour certaines à leur 15e ou 20e saison. Rooster Teeth, c'est une société de production d'entertainment sur le web, c'est beaucoup basé sur des cultures geeks, animées, de la tech et de la pop culture en général, et on produit beaucoup de contenu à la fois du vlogging, à la fois du let's play, à la fois de la critique et des sketchs comiques, toutes sortes de choses qu'on retrouve beaucoup sur l'internet. Mais au milieu des années 2000, ils avaient aussi créé plusieurs séries assez cultes qui étaient Red vs Blue, une histoire basée sur le moteur de jeu de Halo, mais aussi le très iconique Ruby, une série de combat et de Magical Girl qui avait fait beaucoup parler d'elle et qui est encore en diffusion en ce moment. Et ce qu'a annoncé la Rooster Teeth, c'est qu'ils allaient retirer une grande partie de leur contenu web qui était accessible sur YouTube gratuitement vers leur plateforme en interne qui est sur leur propre site internet, qui a un accès gratuit mais avec énormément de publicité, ou vers une formule payante. Cette décision, elle s'explique pour deux raisons. Rooster Teeth, ça va assez mal, ils viennent d'avoir un gros renouvellement de leurs équipes, beaucoup de leurs séries légendaires se sont arrêtées ces derniers temps, comme par exemple Achievement Hunter. Il y a une baisse des chiffres qui explique qu'ils passent à un modèle économique un peu plus strict pour essayer de continuer à générer de l'argent. C'est un truc qu'on observe beaucoup en ce moment. C'est un peu dommage puisque ces séries, elles ont été connues parce qu'elles étaient gratuites et accessibles sur des plateformes de très grande diffusion comme YouTube, et maintenant on voit un peu un mouvement rétroactif, un renfermement sur soi, mais ces séries sont toujours accessibles, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter vous-même. C'est plus un indicateur du temps qui change pour des grosses structures comme ça. Comme je vous le disais juste après le générique, le grand événement de cette semaine, c'est la fête du cinéma d'animation, la 22e très précisément, qui se déroule du 11 au 31 octobre 2023.
Cet événement, c'est une fête qui est sur l'ensemble du territoire français. Ça se déroule dans plein de salles de cinéma, dans plein de médiathèques, dans plein de lieux culturels. C'est pas un événement centré dans une ville, même si forcément beaucoup d'événements ont lieu en Île-de-France et en Seine-et-Marne. Cette année, la personne qui a été mise à l'honneur et qui est la marraine du festival, c'est Eléa Gobet-Mevelec, qui est une réalisatrice et animatrice très chevronnée et très talentueuse, dont on a pu voir le travaille sur plusieurs films qui vont être projetés au cours du festival, Les Hirondelles de Kaboul sur lequel elle est en co-réalisation, mais aussi Ernest et Célestine, Avril et le Monde-Truqué, Le Sommet des Dieux, Le Jour des Corneilles, plein de films, longs métrages d'animation sur lesquels elle a travaillé. Ça fait plaisir d'avoir une figure comme elle qui est mise à l'honneur et dont on diffuse le travail partout en France. Les autres choses dont il faut parler avec la fête de l'animation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées, prestigieuses, notamment la soirée d'ouverture Majestic Bastille qui présentait Mars Express pour l'ouverture du festival en France, la soirée du prix Émile Reynaud, qui est un grand prix d'animation qui existe depuis de nombreuses années et qui rend honneur au pionnier de l'animation qui est Émile Reynaud, qui a commencé à créer des films, et je ne rigole même pas, au 19e siècle, il créait des films d'animation. Et donc chaque année, ça vient récompenser un court-métrage exceptionnel français et qui symbolise la création française en animation. Pour vous, ce qui va vous intéresser, ce sera probablement les projections qui ont lieu sur l'ensemble du territoire. Forcément, c'est un peu centré autour des villes qui concentrent l'animation, mais c'est aussi un événement de sensibilisation et de découverte par rapport à d'autres événements dont je peux parler ici. C'est un événement qui est centré sur le grand public, comment le grand public perçoit l'animation, sa technique, les films qui sortent, ses sorties, et voilà, c'est un événement pour faire découvrir aux familles, aux adultes, aux retraités, à tout le monde, ce que c'est que l'animation, sans passer par tout le bagage technique qu'on peut avoir, nous, dans des festivals ou des événements professionnels. Donc ça se caractérise par à la fois des films jeunesse, mais aussi des films adultes. Là, vous pouvez voir le film Aurora, l'étoile arménienne, ou bien Le secret de mon père, qui étaient deux films avec des thèmes assez sérieux et historiques, mais qui étaient quand même destinés à un grand public. Il y a des projections comme ça à travers l'ensemble du territoire. Ce n'est pas que du long métrage, il y a aussi du court métrage. Il y a aussi de très nombreux ateliers de découverte pour tester l'animation, comprendre comment ça marche concrètement sur un banc de titre en papier découpé, mais aussi, moi, la partie qui me plaît personnellement le plus, c'est des rencontres avec les équipes qui viennent présenter leurs films, présenter leur travail, un peu casser cette distance qu'on peut avoir entre les créatrices et le public. Et donc ça, c'est très bien parce que ça fait beaucoup de bien à l'image de l'animation sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, justement, il y a plus de 700 événements qui ont lieu sur les 2 prochaines semaines. C'est hyper bien parce que c'est dans des médiathèques, dans des lieux assez rares où la culture n'a pas tendance à s'inviter. Alors, enfin, la culture du cinéma d'animation n'a pas forcément tendance à aller. Donc voilà, c'est très bien. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour aller consulter vous-même les événements. Ils sont si nombreux que je ne peux pas tous les noter ici. Une nouvelle en 2 secondes, c'est l'annonce par les Utopias, le festival nantais de science-fiction, que René Laloux, un très grand réalisateur d'animation française, sera mis à l'honneur cette année. Ça s'explique pour 2 raisons. René Laloux a fait plusieurs longs métrages uniquement dédiés à l'animation, dont le légendaire La Planète Sauvage, qui était basé sur le roman Hommes en série, et de lequel il a tiré une animation mélangeant crayon et surréalisme, et vraiment des images qui sont iconiques dans l'ensemble de la profession. Mais c'est aussi les 50 ans de ce film, La Planète Sauvage, donc c'est l'occasion de faire une grande rétrospective sur l'ensemble de son travail. Ça se passe à Nantes tout début novembre, dans un festival qui va mélanger les cultures visuelles de l'image, mais aussi de la littérature, des conférences, toutes sortes de choses en lien avec la culture à Nantes. Je l'avais traité l'année dernière où j'avais beaucoup parlé de Rin Taro, qui était l'invité d'honneur du festival, et cette fois-ci, ça va être René Laloux dont on va beaucoup parler. Donc si vous êtes à Nantes à cette période-là, tentez l'aventure. Une autre chose dont je voulais parler, qui est un rendez-vous très prestigieux du cinéma généraliste, ce sont les Césars. Les Césars de 2024 vont avoir lieu en mars prochain, mais il y a déjà eu l'annonce de la sélection de courts-métrages qui vont être projetés à cette occasion et qui sont en lice pour la compétition. Les Césars, ça mélange de l'animation, du documentaire et de la fiction, mais ça reste un des très grands rendez-vous français du cinéma et qui permet d'offrir une très grande visibilité à des courts-métrages et à du cinéma d'animation pour le grand public. Donc j'avais un peu envie d'en parler ici puisque forcément c'est l'occasion de voir les très grosses sorties de l'année et de discuter entre nous pour savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Par exemple 27 de Flora Nabuda qui a déjà récolté de très nombreux prix jusqu'ici et en compétition, donc on peut être curieux de savoir si ici il va l'avoir, mais il y a beaucoup d'autres courts-métrages comme par exemple Ice Merchant, un genre de testament de Fiona Villemain, donc j'adore personnellement beaucoup l'esthétique, mais je n'ai pas encore pu le voir. Christopher Hatzi, qui est une romance en mer avec des techniques d'animation très fluides et étonnantes. El After del Mundo, qui est un récit post-apocalyptique
de fantômes qui traversent un monde en ruine, La Grande Arche qui s'intéresse au quartier de la Défense à Paris, La Saison Pourpre qui est le film en écran d'épingle de cette année. L'écran d'épingle, c'est une technique très rare, mais très jolie, qui permet de sculpter la lumière dans des tons de gris, et La Saison Pourpre fait ça avec vraiment beaucoup de talent. On a aussi Scale, un film sur le transformisme du corps en 2D. Mira Casas de Raphaël Stoltz, dont je ne pourrais pas vous dire grand-chose car je n'ai pas pu le voir encore. Été 1996, qui revient sur le portrait d'une jeune fille en 96. Et personnellement, les deux films sur lesquels j'ai le plus d'affection, moi, qui sont La forêt de Mademoiselle Tang de Denis Do, qui est un long film de 40 minutes qui revient sur la transmission et l'héritage dans une famille, dans une région reculée de la Chine, qui était vraiment très touchant sur qu'est-ce qu'on retient des différentes générations, des gens qui ont voulu rester dans ce village et dans cette culture, et ceux qui en sont partis. Et tout ça, c'est concentré par une forêt familiale qui est entretenue par la fameuse Mademoiselle Tang, auquel se dédie le film. Et mon petit coup de cœur duquel je vous avais parlé assez longuement, c'était aussi Drôle d'oiseau de Charlie Belin, qui est un unitaire de 26 minutes qui se concentre sur le portrait de deux femmes dans une école qui sont toutes les deux passionnées de nature et d'oiseaux, et de cette petite fille qui apprend à vivre avec les autres alors qu'elle-même se sent un petit peu en décalage avec tout le monde. C'est fait dans une animation 2D naturaliste qui est vraiment sublime, je ne peux que vous le recommander, il est sorti en DVD récemment, si vous voulez y jeter un œil. À ajouter tout de même qu'il y a un autre film en animation qui va être projeté dans ce festival, c'est le film L'effet de mérite de Claude Delafosse, qui est dans la catégorie documentaire, qui chaque année a quelques candidats en animation, donc ça fait plaisir de le voir. Du coup, rendez-vous en mars pour la décision finale. Enfin, pour terminer, je vais vous parler des sorties de la semaine. Elles sont assez nombreuses, et ça fait plaisir de revoir beaucoup de longs métrages et de cinéma d'animation au cinéma. Le premier dont je vais vous parler, et évidemment, c'est Contes et Silhouettes de Lotte Reiniger. Lotte Reiniger, c'est la plus forte, la plus grande, la plus belle. C'est la première réalisatrice d'animation qui a fait un long métrage encore existant dans le monde, celle qu'il a fait 1926, Les Aventures du Prince Ahmed, un chef-d'œuvre de l'animation et du papier découpé. Et la sélection Contes et Silhouettes qui nous sort cette semaine, c'est un ensemble de courts-métrages qu'elle a fait après Les Aventures du Prince Ahmed, qui reviennent sur 4 contes très connus, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, Poussette et Hansel et Gretel. C'est d'une très belle animation en papier découpé avec son reprise de théâtre de silhouettes, de féerie et de contes. C'est splendide, vraiment son travail, c'est toujours quelque chose qui m'émeut beaucoup. Et ça fait plaisir de le revoir de manière remasterisée au cinéma et de donner de la visibilité à cette très grande réalisatrice dont on parle vraiment trop peu. La sortie suivante dont je suis bien obligé de vous parler, malgré que j'ai un avis très négatif sur ce genre de grande saga très commerciale, c'est La Patte Patrouille, la Super Patrouille. Vous connaissez probablement parce que c'est le dessin animé qui rend les enfants absolument fous et vous devez acheter tout l'assortiment de jouets et d'accessoires à Patte Patrouille à votre famille. La Patte Patrouille, c'est donc une série d'animation jeunesse extrêmement populaire. C'est l'histoire d'un groupe de chiens et de leur maître qui les emploie pour régler tous les problèmes dans une ville. Ils ont chacun un métier différent, mais ils aident à sauver les gens de la ville. Et dans cette excellente suite, la Super Patrouille, figurez-vous que tous ces chiots vont devenir des super-héros. Est-ce qu'il manquait un truc de standardisation à cette saga? Oui, apparemment c'était les super pouvoirs. C'est absolument au centre de tous les stéréotypes qu'on peut avoir de ce genre de divertissement. Mais voilà, c'est une des très grosses sorties de l'année, ce sera probablement un des plus grands succès de l'année, donc ça vaut quand même le coup d'en parler quelques secondes ici. On quitte La Patte Patrouille pour aller s'intéresser à un film un peu plus intéressant, c'est Nina et le secret du hérisson. Peut-être que ce style visuel va vous parler tout de suite, en tout cas moi c'est un que j'affectionne particulièrement. C'est le 3e long métrage de Alain Gagnol et Jean-Loup Feliccioli, qui sont deux réalisateurs qui ont l'habitude de travailler en duo et à qui on doit plusieurs séries chez Folimage et de longs métrages que sont Phantom Boy et Une vie de chat. Cette fois-ci, c'est leur nouvelle collaboration sur une histoire de casse. Nina, son papa, il est employé dans une usine, mais il vient de se faire virer car l'usine a fermé, et du coup il arrête de raconter les histoires du petit hérisson qu'il raconte à sa fille chaque soir, et pour rendre son papa heureux et continuer à travailler avec le petit hérisson, Nina décide d'aller découvrir le trésor qui se cache dans l'usine désaffectée, mais qui est gardé par un vilain gardien et un chien. Très personnellement, c'est pas le film que j'ai préféré de ce duo de réalisateurs, mais la technique et l'animation est vraiment toujours superbe, et c'est un mélange de genres qui fonctionne des fois très bien, film d'aventure, mais aussi film un peu policier avec une ambiance de casse. Il y a beaucoup de références au cinéma des années 30, notamment avec le petit hérisson qui reprend beaucoup des codes graphiques de ce qu'on pouvait observer dans le cinéma des frères Fleischer. Bref, c'est un espèce de melting pot d'influence. Je vous le recommande plutôt. C'est vraiment une expérience sympa et ça fait toujours vraiment plaisir de voir ce genre de visuel au cinéma.
Et voilà, ça tente des choses, ça a quand même un propos intéressant sur la précarité et comment on explique la précarité aux enfants. Je ne vais pas trop vous influencer, allez le voir vous-même. Et pour finir, c'est le retour des courts-métrages jeunesse. Celui-ci, c'est La colline aux cailloux, c'est un programme de 3 courts-métrages avec autour du titre court-métrage éponyme La colline aux cailloux de Marjolaine Péréten. C'est une sélection jeunesse, ça parle toujours de petits animaux, leur rapport à la nature et comment on règle des petits problèmes interpersonnels entre enfants. C'est très mignon, c'est de la belle 2D, hein. Ça fait toujours plaisir de voir ce genre de sélection. C'est le 7 ou 8e que je traite cette année, donc je m'épuise un peu sur ces sujets-là, mais ça reste intéressant de savoir qu'il y a ce genre de sortie. Si vous êtes parent vous-même, que vous voulez emmener votre neveu-nièce au cinéma. Et voilà, c'était tout pour l'actualité de cette semaine. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai parlé un peu plus vite et que j'ai été plus court, c'est parce que j'essaie de réenregistrer ces émissions après les streams pour pouvoir faire une version un peu plus courte et digeste. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette nouvelle formule vous plaît ou si vous préférez l'autre qui est un peu plus naturel où je discute avec vous en live. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de Fontevraud et des conférences qui ont lieu, j'y serai moi-même les prochains jours, donc je pourrai revenir en détail dessus. Voilà, portez-vous bien, lisez de bonnes choses, regardez de bonnes choses et créez de bonnes choses. C'est ça qui est bien dans l'animation. Et on se retrouve dans la semaine prochaine.